Dans cette vidéo, donc, je vais parler du lien qu'il y a de la complémentarité entre le métier et la passion, ou plutôt la passion et le métier. Je suis très heureuse de faire cette vidéo et je la fais en fait pour la Élodie du passé qui aurait eu besoin qu'un adulte joyeux, enfin qu'un adulte créatif lui parle de ce sujet. Donc en dialoguant avec moi-même, je libère en même temps l'angoisse de cet enfant là qui avait peur de son avenir parce que elle voulait pas devenir comme les adultes, comme eux, parce qu'ils donnaient pas envie du tout. Et elle comprenait pas pourquoi quand on est à l'école on apprend plein de choses et on nous fait réfléchir, on nous fait construire on nous fait faire des dissertations, c'est quand même des trucs assez complexes. On nous fait faire du sport, on nous fait faire du dessin, enfin plein de choses. On nous apprend l'histoire. Et après, quand on est adulte et qu'on a notre métier, on n'utilise plus notre potentiel, on devient un esclave. On fait des actions débiles. On range des cartons. On vend des boîtes. On conduit un camion toute sa vie. Enfin, je comprenais pas à quoi servait du coup l'école. Je réalise cette vidéo pour réactualiser ma relation à ces deux éléments qui sont essentiels dans la vie, et aussi pour partager mes déconstructions de croyances aux personnes qui seraient en transition dans leur vie et qui auraient besoin de replacer du sens dans leur relation au métier et à la passion. L'idée centrale, c'est de dire que donc, la passion et le métier sont complémentaires, mais ne doivent pas être confondus, ne doivent pas se mélanger. Et donc, je vais aborder cette croyance pour la déconstruire que le bonheur serait de pouvoir, comme on dit, vivre de sa passion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bloquée pendant très longtemps. Je croyais que pour être heureux, il fallait arriver à vivre de sa passion. Et j'ai réalisé que les personnes qui faisaient de leur passion un métier, finalement n'avaient plus vraiment de passion et leur métier prenait toute la place. Si on pense que le bonheur dépend de la réussite à faire de sa passion un métier, c'est parce que déjà on considère dans notre société matérialiste le métier et a fortiori l'image que le métier renvoie comme étant un aboutissement dans la réalisation de soi-même. Vis-à-vis de cette croyance que le but ce serait de pouvoir réussir à vivre de sa passion, qu'est-ce qui va pas là-dedans? Déjà, la formulation. Et c'est très important, les mots, parce que les mots sont des programmations. Et ce qui est déterminant dans la vie, en fait, c'est ce que les coachs appellent le mindset. C'est ce qui se passe dans ta tête, c'est tes pensées. Et les pensées sont formées par des mots. Donc, quand on croit que le but de la vie, c'est de vivre de sa passion, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Déjà, c'est que la passion qui doit, selon moi, être au centre de la vie, est ce qui nous rend vivants. Donc, tu n'as pas besoin d'arriver à vivre de ta passion, puisque ta passion, c'est déjà ce qui te fait vivre. Ici, donc je reviens chez moi, les gens ont un accent particulier,
C'est l'accent d'Aimé Jacquet. Et cet accent, il est assez intéressant parce que il se met jamais par hasard sur les mots. Et donc, il y a le en qui s'étire, hein, le et-an, comme ça. Et il y a le on, la consonance on, qui se gonfle. Donc, le mot passion, ils vont pas dire passion, ils vont dire la passion, comme ça. Et les T, il les resserre à fond. Donc, par exemple, le mot métier, nous on dit... Non, là, je l'ai dit un petit peu resserré. Normalement, on dit métier. Métier. Eux, ils peuvent pas dire ça. Ils disent métier. Métier, comme ça. Donc, ça donne la passion et le métier. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça indique la fonction de l'un et de l'autre. Le métier, c'est quelque chose qui resserre, qui cadre. Et la passion, c'est quelque chose qui gonfle, pas au sens où ça saoule, au sens où c'est aérien, au sens où ça te donne du souffle, de l'esprit, parce que l'esprit, c'est l'air, donc c'est la respiration, c'est l'inspiration aussi, et c'est ce qui te fait aller de l'avant. L'expression « gagner sa vie » n'a pas de sens, parce que la vie, on l'a déjà gagnée. On a tous gagné la course face aux autres spermatozoïdes qui voulaient atteindre l'ovule. Et ils étaient 300 millions, tous poussés au cul de leur petite queue de tétard de spermatozoïdes par le besoin et la nécessité de vivre. Mais c'est nous qui avions... Enfin, c'est les spermatozoïdes qui a gagné, qui avaient le plus le feu au cul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait se réjouir chaque jour. Au lieu de ça, on croit que chaque jour, il faut qu'on regagne notre vie. Ou qu'on regagne le droit de vivre. Dans l'expression « gagner sa vie », il y a le verbe « gagner ». Et le verbe « gagner » renvoie à la notion de jeu, mais surtout de compétition. Et qui dit compétition dit enjeu. Et comme je vais le redire juste après, j'ai observé que dès lors qu'on plaçait de l'enjeu, un enjeu dans quelque chose, que ce soit un projet, une activité quelconque ou même une relation, eh bien, c'est là qu'on tuait le jeu, le vrai jeu, c'est-à-dire le kiff, l'amusement, le plaisir. Et justement, pour qu'une passion reste une passion, puisse être un moyen de kiffer, il ne faut pas d'enjeu. Aucun enjeu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur pour nous parce que il y a un mécanisme qui fait qu'on place de l'enjeu dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on fait. La passion, c'est une flamme qui brûle à l'intérieur de soi. La passion, c'est ce qui rend vivant, c'est ce qui anime de l'intérieur. C'est le centre d'intérêt, donc c'est ce qui fait que notre vie a un centre. C'est ce qui fait que on n'est pas dépendant des autres, qu'on n'est pas un parasite, qu'on n'est pas une amérante et qu'on n'est pas dans la dépendance affective parce que on a un moyen de s'apporter à soi-même un épanouissement. Donc, c'est ce qui empêche finalement d'avoir une vie creuse. Une vie creuse, c'est quand il n'y a rien au centre. La passion, le centre d'intérêt, c'est aussi un moyen de se préserver des addictions ou d'avoir plus de facilité pour s'en libérer, s'en affranchir. Parce que le centre d'intérêt, c'est un moyen de s'apporter à soi-même du plaisir
de la récompense. Et les addictions sont des systèmes de compensation qui viennent dans nos vies quand justement on n'a pas de plaisir, tout du moins on n'arrive pas à obtenir de récompense suffisante. C'est-à-dire que c'est un système de récompense précaire, alors que dans la passion, dans le centre d'intérêt, tu bénéficies d'une récompense continue et, je dirais, profonde. C'est-à-dire que le simple fait de savoir que tu as cette passion peut te suffire pour te satisfaire. L'autre fois à la télévision, j'écoutais une émission sur les hormones et il y avait une présentatrice qui parlait des 4 hormones responsables du bonheur. Donc il y a la dopamine, la sérotonine, et merde, j'en ai oublié une. Et la dernière, c'est l'ocytocine. Et elle expliquait que dans les couples qui durent, eh bien, il a été observé que l'ocytocine est présente dans les organismes. Et elle disait que, en fait, l'ocytocine est une hormone qu'on produit par... alors, je ne me rappelle plus précisément comment elle expliquait ça, mais pour le traduire dans mes mots, je dirais par le plaisir mental. Elle disait que donc les couples qui durent, c'est ceux qui ont une complicité, qui sont télépathes, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas qu'ils mangent de la télé, des pâtes devant la télé, mais c'est qu'ils pensent la même chose au même moment, ils peuvent terminer la phrase de l'un et de l'autre, et ils ont une connexion mentale très forte. C'est ce que les spirituels appellent les flammes jumelles, les relations d'esprit. Et en fait, dans la passion, il y a justement l'esprit, enfin ton mental, quoi, qui, du fait qu'il est stimulé, du fait qu'il est content, ton cerveau il est content, il produit cette hormone. Et cette hormone, elle est très puissante parce que elle apporte une satisfaction profonde, réelle et durable. Cette clé de lecture avec les hormones, je la trouve super intéressante. Et on pourrait dire que l'épanouissement de l'être, c'est une chimie en fait. C'est une sorte d'osmose chimique de toutes ces hormones. Et que la transformation intérieure, c'est justement une transformation chimique, alchimique, où en fait, toutes tes hormones, on pourrait dire néfastes, parce que s'il existe des hormones du bonheur, c'est qu'il existe aussi des hormones du malheur. Ces hormones néfastes ou toxiques, en fait, se transforment en hormones bénéfiques. Bon, c'est un petit peu basique, mais je m'étais dit aussi que la méditation avait le pouvoir de déclencher une hormone spécifique qui est peut-être une autre hormone qu'on n'a pas encore identifiée. Parce que quand tu traverses les différents sas mentaux, l'agitation, la fatigue, l'abattement, et qu'à un moment donné, tu t'éveilles, enfin, tu te reconnectes à ton être et tu entres dans ta présence, ce que je ressens, moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se diffusait dans mon corps. Et c'est ça qui fait ouvrir les yeux, qui fait que tes paupières, elles s'ouvrent toutes seules, comme par magie, qu'il n'y a plus de poids qui pèse sur toi. Et je dirais que cette hormone, alors là, c'est de la pure interprétation subjective, hein, mais je dirais que c'est l'hormone de l'être.
L'hormone de l'être, c'est un truc qui fait que quand tu es dans ta présence, et la passion, ça a aussi ce rôle-là, c'est de t'amener dans ton monde à toi et dans ta présence, et ben en fait, tu es content d'être, juste content d'être. C'est, c'est l'état gogol en fait. La passion désigne un champ d'expression ou un ensemble d'activités euh, que l'on fait pour soi-même. C'est une manière de répondre à ses besoins individuels, à sa nécessité intérieure, à ses pulsions, ses intuitions, voire ses caprices, ses désirs, ses envies, ses aspirations. Et pourquoi est-ce que la passion ne doit pas devenir un métier? Parce que le métier, c'est répondre aux besoins des autres. Et quand tu fais de ta passion un métier, tu la dénatures, puisque tu ne réponds plus à tes besoins individuels, tu réponds aux besoins des autres. Donc, tu transformes tes activités pour qu'elles puissent correspondre aux besoins des autres. Et ça paraît très simple, en fait. Mais moi, ça m'a mis vraiment du temps à comprendre ça. Ça permet d'expliquer, au niveau artistique par exemple, pourquoi l'art est mort. Parce que les artistes sont professionnalisés aujourd'hui. C'est devenu une profession. Donc, les artistes répondent à des commandes, répondent à des besoins qui sont posés par des institutions, des galeristes, qui ne sont pas leurs besoins. Ça explique pourquoi il n'y a plus de nouveauté et qu'il n'y a plus d'originalité, au sens où il n'y a plus de langage singulier, parce que pour ça, il faut être dans sa passion, donc rien attendre des autres, être dans son champ d'expression libre et répondre à ses besoins. Pourquoi est-ce que les personnes qui font de leur métier, de leur passion un métier, n'ont plus de passion? Eh bien parce que ils s'interdisent le fait de pouvoir avoir un champ d'expression réservé à eux-mêmes. Ils ont la culpabilité de le faire. Donc, ils le font pour les autres. Donc, ils s'oublient eux-mêmes. Et quand on s'oublie, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand on oublie d'écouter ses besoins intérieurs ou sa nécessité, eh bien, on entre dans un processus, en fait, je dirais, de dépossession de soi-même, de dépersonnalisation, et on en arrive petit à petit, en fait, à ne plus savoir qui on est. On en arrive à des questions existentielles. Ces fameuses questions existentielles qui conduisent parfois l'individu à ne plus savoir ce qu'est sa vie, à ne plus savoir quoi faire, à ne plus savoir qui il est, sont l'expression d'un trouble. C'est-à-dire qu'on parle de trouble de l'identité. Il y a plusieurs en fait facteurs qui conduisent à ces troubles, à commencer par les traumatismes. Dans les cas les plus extrêmes des personnes atteintes de schizophrénie qui entendent des voix ou qui ont des hallucinations sonores visuelles, il y a des souffrances qui prennent carrément forme, vie à l'intérieur de la personne. Donc ça, c'est pour les cas les plus extrêmes de troubles de l'identité. Mais étant donné que la nature a horreur du vide, si tu ne places pas quelque chose qui est plus important que ta petite personne au centre de ta vie, eh bien par défaut, ce sont les souffrances et c'est l'ennui qui remplit ta vie. Pour ma part, quand j'étais adolescente, j'avais développé des troubles de l'anorexie. Et ce qui m'a permis de sortir de mes obsessions et de mon cercle vicieux, ça a été justement
le fait de changer à l'époque de filière et de partir en internat pour pouvoir justement donner plus de temps à mon expression artistique. C'est-à-dire en m'intéressant à quelque chose de plus important que ma petite personne. Je dirais quelque chose de transcendant, parce que finalement la transcendance c'est ça, c'est ce qui est au-delà de notre simple existence mortelle. Quand je dis quelque chose de plus important que ma petite personne, je veux dire aussi quelque chose de plus important que mon image, que mon personnage, c'est-à-dire plus important que mon existence sociale. Je parle de la passion et du centre d'intérêt d'une manière assez sérieuse, mais ce que je pourrais dire d'une manière plus légère, c'est que c'est très important d'avoir un domaine d'expression réservé à soi-même et qui soit sans aucun enjeu. Quand on était enfant, pourquoi est-ce qu'on prenait autant de plaisir dans nos diverses activités? Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. C'était assez déstabilisant quand j'ai commencé à m'autoriser à faire des choses uniquement pour moi-même, parce que j'arrivais pas à communiquer là-dessus à mon entourage. Et par exemple, quand j'ai dit que je faisais un lieu d'exposition à plusieurs personnes, à chaque fois on me demandait « Mais c'est pourquoi que tu le fais ? Tu vas inviter des gens, tu vas inviter des artistes dans ton lieu d'expo ? Tu vas faire un centre d'art ? Ah ouais, tu pourrais toucher des subventions. » Et j'étais perturbée parce que je savais pas quoi répondre. Et j'ai réalisé qu'en fait, je le faisais uniquement pour moi parce que ça me faisait plaisir et parce que j'avais envie de jouer à ce jeu-là. C'est le fait même de le faire qui m'éclate, c'est tout. C'est en fait naturel, normal de faire des choses sans enjeu. Et même, là, j'ai installé une marmotte en paillettes là, dans mon jardin, avec une histoire. Et il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Mais c'est complètement dingue de poser cette question. C'est-à-dire qu'on est complètement, je sais pas, obsédé par le pourquoi. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais c'est évident pourquoi. Parce que ça me fait plaisir. C'est mon plaisir. Il semblerait que dans cette société de consommation qui est basée sur le plaisir de consommation, avec la bouffe, avec les loisirs, on en oublie ce qu'est le réel plaisir. Il y a également un besoin dans l'être humain qui est très fort, c'est le besoin de reconnaissance. Et c'est intéressant de voir dans les cas les plus extrêmes, les cas de schizophrénie, que justement les personnes qui ont des troubles de l'identité se prennent souvent pour des personnages très importants ou entendent des voix d'entités très importantes, comme par exemple voilà, Satan. Ce que je veux indiquer, c'est que dans la souffrance de l'être humain, il y a ce besoin, comment dire, d'avoir de l'importance. Parce que l'histoire de l'être humain, c'est l'histoire d'une chute, l'histoire d'une fracture et l'histoire d'une cassure, l'histoire d'une déconnexion. Et qui dit déconnexion dit besoin de reconnexion et besoin de reconnaissance. Reconnaissance, dans le mot reconnaissance, on a naissance,
co et re, donc ça signifie naissance commune ensemble, renaissance commune ensemble. C'est ça la reconnaissance. C'est la possibilité finalement de renaître par le biais de quelque chose de commun à l'autre. Nous arrivons au monde en sortant du ventre de notre mère, on nous coupe le cordon. Jusque-là, on est un peu comme les animaux, mais il y a quelque chose en plus chez les êtres humains que on subit. C'est cette fameuse dissociation par le traumatisme pour pouvoir, retrouver un équilibre après tous ces éléments qui nous ont amenés à la déconnexion. Nous avons besoin d'obtenir cette reconnaissance. Et la reconnaissance, elle s'effectue sur deux aspects. À la fois sur un plan individuel, c'est-à-dire qu'on a besoin de se reconnaître soi-même, et aussi sur un plan social collectif, on a besoin de la reconnaissance des autres. La passion, le centre d'intérêt, c'est pour moi le moyen qui permet d'obtenir cette reconnaissance de soi-même. Par le fait que, au travers de l'expression de ce qui t'anime et de ce qui te passionne, tu peux te révéler à toi-même ton potentiel, ton génie intérieur. Le génie, dans cet espace d'exposition que je suis en train de terminer, avec des petits éléments qui nous rappellent que, bon, dans la vie, il y a toujours un imprévu. Ça, c'était un collier qui appartenait à ma belle-mère. Et franchement, ça lui va vachement mieux à lui. Ah, cette petite pétillance, cette petite frétillance dans les yeux. C'est du bois, hein. C'est du bois découpé avec des paillettes dessus. Pour la tête antenne, là, je lui ai fait des piquants, en fait, qui sont des fractales. Et là, c'est du bois que j'ai découpé à la scie sauteuse. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que à la fois, il y a un côté, il y a des lignes droites, et en même temps, il y a des lignes pas droites, quoi. C'est une visualisation de ce potentiel qui est en nous, que l'on peut solliciter sur des actions très concrètes de la vie. Comme par exemple hier, j'ai perdu ma carte grise. Alors j'ai demandé au génie qu'il me la retrouve. Et bon, je l'ai retrouvée, voilà. C'est passionnant la vie, hein. Mais c'est des petites choses comme ça qui font des étincelles à l'intérieur. Je peux pas m'empêcher de montrer la sorcière. Ça, c'est Cathy la sorcière. Franchement, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et la cabane qui s'est pas mal transformée. Quand on fait un truc, on sait pas au départ pourquoi on le fait. Et on peut pas le savoir. C'est qu'à la fin qu'on sait ce qu'on a fait. Parce que après avoir refait la façade, c'est là que j'ai compris la fonction de cette cabane, qui est de permettre de se reconnecter à son être. La porte, elle se ferme. J'ai peint les murs en noir pour atténuer les sens visuels. Parce que les sens visuels, ce sont des sens qui sont ultra sollicités au quotidien. Donc là, ils sont simplement atténués. On n'est pas complètement plongé dans le noir. Il y a les yeux qui laissent passer de la lumière. Et au centre, il y a un tapis. C'est pour s'asseoir. Et programmer sur le minuteur 1 heure de temps.
afin de pouvoir s'éveiller. C'est ça l'idée, quoi. Le problème avec ce besoin de reconnaissance, c'est qu'on ne sait pas comment l'obtenir, la reconnaissance. On ne nous a pas appris à l'école. À l'école, on nous apprend à bien travailler, à avoir des bonnes notes. Ouais, c'est bien. Ça ne suffit pas à obtenir la reconnaissance de ses parents. Et on peut passer notre vie à chercher d'ailleurs la reconnaissance des parents au travers d'une super réussite sociale. Et ça n'arrive jamais. Pourquoi Madonna, à 60 ans, continue d'essayer de danser comme une adolescente de 12 ans? Dans quel but? Est-ce que ça lui fait vraiment plaisir de faire ça? Est-ce que c'est vraiment épanouissant pour elle? Elle le fait pour impressionner un public, elle le fait dans le but d'obtenir une certaine reconnaissance. Mais si elle continue, c'est parce qu'elle continue d'essayer de la trouver, la reconnaissance qu'elle n'a pas trouvée. À 60 ans, elle pourrait faire d'autres choses qui seraient plus épanouissantes pour elle et qui lui permettraient de continuer de grandir et de mûrir et de développer son art ou je ne sais quoi. Donc, la question qui est importante, c'est comment peut-on obtenir réellement la reconnaissance des autres? Eh bien, je dirais que pour obtenir la reconnaissance des autres et pouvoir se sentir réellement quelqu'un de bien, voilà, pour le dire simplement, il faut être reconnu sur la base de qualités humaines, c'est-à-dire de qualité d'être. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Si tu cherches la reconnaissance sur la base de ton apparence, sur la base de tes talents, donc d'artifice ou de technique, tu peux la trouver momentanément parce que tu peux obtenir une certaine fierté, mais la fierté c'est l'orgueil, c'est pas les qualités de l'être. Donc, ça fait partie de nous, mais ça va pas suffire pour l'obtenir cette reconnaissance. Donc, il faut que ce soit sur la base de qualité d'être. Les entreprises narcissiques ne permettent pas d'obtenir la reconnaissance. Et comme c'est des petites fiertés, c'est-à-dire, tu vois, tu sors un tube, t'es Madonna, tu sors un tube, bon, ça marche. Bon, maintenant, c'est plus trop la mode, mais bon. T'obtiens une certaine fierté. Mais c'est quelque chose qui est la fierté qui est vraiment éphémère, ça dure pas. Donc ça t'oblige en fait à essayer de réobtenir à nouveau une nouvelle fierté. Et ainsi de suite, c'est comme ça que l'aliénation s'introduit. Et que plus t'es pris dans cette course à la fierté, au trophée, finalement, plus t'en oublies le développement de tes qualités humaines qui, elles, pourraient te permettre d'obtenir une réelle reconnaissance. Parce que les qualités humaines, quand je dis il y a que ça de vrai, c'est qu'il y a que ça de réel aussi. Tout le reste, c'est que de l'illusion, c'est que de l'artifice. Les tubes de Madonna, ils seront oubliés un jour, tout le monde va les oublier et ça n'aura duré qu'un temps. Mais ce qui fait notre humanité, les qualités qui constituent notre humanité, qui font notre être, ça c'est éternel. Pour les qualités humaines, en fait, on a besoin des autres pour être reconnu. Parce qu'on le sait. Tant qu'on ne nous dit pas « tu as cette qualité » ou « merci pour ça », on ne peut pas le savoir qu'on a cette qualité. Donc, l'empathie, il y a aussi la gentillesse, la serviabilité, le fait de pouvoir servir des gens. Alors, au moment où j'ai dit serviabilité, j'ai fait juste après un gros débriefing. Alors, quelles sont les qualités humaines? La patience, que les autres peuvent reconnaître. Parce que l'intelligence, par exemple,
C'est pas dit que les autres, ils la reconnaissent. Le respect, enfin le vrai respect, pas le respect de façade. Bon, là, j'avoue, je suis un petit peu à court. L'authenticité. Ah ouais, l'authenticité. La sincérité. La transparence. Putain, je les avais oubliés. Le fait de pouvoir obtenir cette reconnaissance vis-à-vis de ses qualités humaines, c'est ce qui va participer de cette reconnexion à cette nature, parce que notre nature, c'est d'être humain. Et c'est ça qu'on a perdu, ou qu'on n'a jamais trouvé, en fait. En tout cas, c'est ça qu'on a besoin de trouver. C'est ça le but au-delà de tous les buts. C'est... Voilà, c'est tout. Il y a un terme qui ne parle pas de ce thème-là, mais qu'on pourrait adapter, qui s'appelle le mommy jacking. Et qui est une tendance qu'ont certaines personnes à ramener toujours le débat ou le discours à l'importance d'être parent. Une tendance qui est de dire en gros aux personnes qui n'ont pas d'enfants qu'elles ne peuvent pas connaître le bonheur tant qu'elles n'ont pas été parents et qu'elles n'ont pas d'expérience de la vie tant qu'elles n'ont pas été parents. Donc mommy c'est maman, jacking pousser à devenir maman. Et avec le métier c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a ce phénomène de job jacking. Tant que tu n'as pas trouvé ton job, tu peux pas être heureux. Mais moi, ce qui me posait problème avec ça, c'est que dans mes questions existentielles et ma quête identitaire de moi-même, je me disais, je ne peux pas prendre un métier qui existe déjà pour me définir parce que je suis unique. Ça, c'était mon orgueil, de toute façon. Je suis unique et donc il faut que je crée un métier qui soit vraiment le mien. Et là, en fait, j'étais victime, bref, du rêve américain. C'est-à-dire cet idéal de réalisation de soi au travers de la création d'entreprises et du projet professionnel taillé sur mesure par toi-même et pour toi-même. Et je suis sûre que vous êtes forcément inspiré par ça aussi, parce que ça fait rêver. Là, c'est une partie importante. Quand on est dans un processus de reconnexion à son être, c'est-à-dire de libération de ses souffrances, de ses mémoires et de définition de ses besoins, de ses objectifs, et qu'en même temps, on cherche à développer un projet professionnel de type création d'entreprise, ce qui risque de se produire, c'est un processus d'identification de la nouvelle version de soi-même améliorée, guérie, remasterisée au projet professionnel. Et c'est la même chose qui se produit, qui peut se produire aussi dans la relation à l'autre, au travers de ce que certaines personnes appellent la construction du couple. Dans ce processus d'identification de la nouvelle version de soi-même, ou de son soi baignant dans le bonheur au travers de la relation à l'autre, en fait, il y a un processus de fusion, de confusion de soi-même au projet à l'autre. C'est la même chose qui s'observe dans le phénomène du burn-out, où les gens ne font plus la séparation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et dans ce processus de fusion, de confusion, finalement, toute ta vie repose sur une chose, sur un pilier, c'est ton projet ou ton histoire d'amour, ton couple. Et ça pose problème parce que quand une structure repose sur un pilier,
eh bien, elle a plus de chances de s'effondrer. Une structure est réellement stable quand sa force est répartie de manière homogène sur le plus de points possible, comme on le retrouve dans la structure du dôme, qui est la structure qui résiste le plus à toutes les instabilités, soit de sol ou d'air. J'aime beaucoup cette image de dôme, parce que déjà, il laisse passer la lumière au centre, et parce que je trouve que ça illustre bien l'idée que j'essaye de transmettre, cette notion d'équilibre et de répartition des forces qui permettent à la structure de tenir toute seule. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a différents aspects dans notre vie, la passion, le métier, la vie sentimentale, et il faut que ces différentes parties soient respectées, restent distinctes les unes des autres, pour qu'elles puissent ainsi participer d'un équilibre commun. Il y a un moyen d'expliquer pourquoi c'est si compliqué pour nous de faire coexister dans notre vie plusieurs aspects, plusieurs éléments opposés, antagonistes, voire contradictoires, parce que finalement, la passion et le métier, c'est contradictoire. La passion, t'es au service de toi, dans le métier, t'es au service des autres. On a besoin de se sentir utile, mais on a aussi besoin de faire des choses totalement inutiles. Pourquoi est-ce que ça semble si impossible de faire exister le paradoxe? Parce que c'est ça le paradoxe, c'est deux idées contradictoires qui coexistent. Pourquoi c'est si difficile d'être paradoxal dans notre vie? Parce que on est issu d'une culture basée sur la religion monothéiste. Et la religion monothéiste, c'est tu crois en un Dieu. Il y a cette expression aussi qui est très forte et qui découle de ça et qui est aussi très très véhiculée dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, c'est trouver la voie. Les gens te disent des fois, voilà, j'ai trouvé la voie. Et moi-même, j'utilisais cette expression pour dire, oui, trouver sa voie en trouvant sa voie VOX. Mais j'entendais par là trouver sa connexion à son être. Mais quand les gens te disent, j'ai trouvé la voie, en général, c'est pour te dire, j'ai trouvé le métier de mes rêves, ou j'ai compris ma vie, voilà. En fait, je suis un néo-rural et j'habite à la campagne et j'élève des animaux et je suis heureux, voilà. Enfin, et ben non, en fait, ça veut rien dire trouver la voie. Trouver la voie, non. On devrait dire plutôt, trouver un équilibre, trouver un épanouissement. Dans le fait aussi de dire j'ai trouvé la voie, c'est voilà, j'ai trouvé la vérité. Ça fait flipper aussi un peu, il y a un côté sectaire, tu vois. Il y a une différence de nature profonde entre la construction et la création. Et ça, je m'en suis aperçue avec ma chaîne YouTube. Avant cette chaîne, j'essayais, moi, de me réparer. J'essayais de me reconstruire. Mais j'y arrivais pas. À partir du moment où j'ai commencé ma première chaîne YouTube, il y a quelque chose qui a commencé à se transformer en moi. Au départ, j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Ce que j'ai fait dans cette chaîne YouTube, c'est que j'ai utilisé cette colère. J'en ai fait quelque chose. Je l'ai utilisée comme, par exemple, le peintre utilise la peinture noire pour mettre des contrastes à son tableau. J'ai fait des vidéos sur la colère où j'ai sublimé la colère, c'est-à-dire plutôt que de la considérer comme quelque chose de destructeur, eh bien, j'en ai fait quelque chose de, je vais dire, d'émancipateur. Voilà.
J'en ai changé la nature. Donc je suis entrée dans un processus créatif. Et c'est ça qui m'a permis justement de me libérer de cette colère. Dans la construction, on est dans une logique réflexive basique. C'est-à-dire, quand par exemple tu répares ta maison, tu vois, tu te dis, bon là, la façade elle est pourrie, je vais retirer l'enduit, je vais gratter tout, puis je vais remettre un autre enduit. Tu sais que avec le temps que tu vas dédier au travail et avec tel matériau, telle technique, tu vas arriver à tel résultat. Il y a un côté assez rassurant là-dedans parce que c'est, comme on dit, c'est rationnel. Mais dans la création, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne se réfléchit pas à la création, ça se fait tout seul quand on suit son besoin. C'est pour ça que j'ai longtemps parlé de l'aspect bestial en nous, pour désigner justement cet aspect non réfléchi. Et surtout, un élément très important, c'est que nous, on est éduqués à la pression, c'est-à-dire à l'école, on nous apprend aussi cette logique constructiviste, où justement, si tu fais tant d'efforts, si tu travailles tant de temps, tu vas obtenir tel résultat dans l'apprentissage de la leçon. Et avec cette logique des examens, des épreuves, on nous habitue à justement obtenir des résultats par la pression. Et ça, c'est ensuite quelque chose qu'on reproduit dans les différents aspects de nos vies, donc qui peut fonctionner, par exemple, quand tu fais des travaux, parce que bon, bah, si tu te mets la pression, ça va te tirer les doigts du cul, comme on dit, et tu vas avancer plus vite. Et pareil, au boulot, si tu te réveilles un peu trop tard un jour, tu te mets un coup de pression et hop, t'es plus efficace. Mais dans la création, la pression a un effet paralysant. Les plantes, pendant l'hiver, subissent un stress du fait au froid et se mettent dans une espèce d'hibernation. Donc le processus de développement se fige, elles ne vont pas faire de feuilles. Et c'est la même chose dans les relations humaines. Dès qu'il y a une pression qui est exercée, le processus de création de la relation, parce que la relation, c'est une création en tant que telle, c'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent, elles ne construisent pas un couple, elles créent une relation comme si elles créaient un autre être. Et c'est quelque chose de très sensible. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur l'inter-être, pour parler de l'Internet des êtres, et pour dire qu'en fait, 99%, enfin, c'est juste une façon de parler, du réel, du vrai, se fait dans le subtil, dans l'invisible. Et ça, nous, on n'en a pas conscience, c'est-à-dire on se dit, bon, il faut que ça se passe bien avec telle personne, donc je vais suivre le protocole dans une relation, voilà, il faut que ça se passe comme ci, comme là. Au bout de 3 ans, il faut qu'on ait fait un enfant. Non, il faut d'abord qu'on ait emménagé ensemble. Alors sinon, si on n'a pas fait ces étapes, ça veut dire que c'est de la merde. Attends, il y a un dicton qui dit « on est son pire ennemi ». Et il y avait un passage dans Le Malade imaginaire de Molière, mais ça disait en substance que on récolte plus de problèmes à essayer... En fait, on se rend plus malade à vouloir se guérir qu'à laisser le corps se guérir tout seul au travers du repos. Alors bon, c'est sûr que si tu as un cancer en phase terminale, bon, il faudra peut-être faire quelque chose. Ou si tu t'es fait mordre par un serpent vénéneux, tu vas pas juste faire une sieste pour guérir. On est d'accord. Mais c'est pour nous amener à la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est lever le pied. Et ça, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Pourquoi c'est à ce point la mode du lâcher-prise? Parce que c'est ce qu'on a le plus besoin dans notre société, lever le pied. Et bien souvent, c'est justement par un excès d'action, un excès d'investissement, qu'on se casse la gueule. Qu'on part au clash. Qu'on crée les conditions de notre rejet, qu'on fige le processus créatif.
Parce qu'on n'a pas confiance dans la vie, en fait, tout simplement. Parce qu'on n'a pas conscience que 99% de ce qui se fait de manière subtile via la coopération des êtres entre eux. On nous dit aussi qu'il faut gagner sa croûte. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours, encore une fois, fait flipper. Parce que je me disais, alors attends, déjà, on doit travailler. Donc déjà, c'est chiant. Pour gagner de l'argent, afin de pouvoir se payer une croûte. Une croûte. Même pas même pas un bon pain bien moelleux, tu vois. Non, une croûte. En fait, cette expression, ça te conditionne à être un mendiant, un crevard. Ou un survivant. Tu vois, les gens qui mangent de la croûte, c'est ceux qui n'ont plus rien à manger. Donc, il y a tout ça qui ne va pas, en fait. La façon dont on présente les choses n'est pas bonne parce qu'on ne va pas dans le fond. Les conseillers d'orientation, ils ne vont pas dans le fond. Ah oui, et aussi, on nous dit, il faut faire des études parce que sinon, tu vas finir caissière. Ou pire, tu vas finir sous un pont. Ou caissière sous un pont. Caissière sous un pont. Alors qu'en réalité, ce qui conduit un individu à se marginaliser et à créer les conditions de son rejet vis-à-vis de la société, c'est pas le manque de travail, ni le manque d'études, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études et qui se retrouvent à la rue. Ce sont les traumatismes et les souffrances qui reprennent le dessus sur la personne. Et quand on écoute ce que disent les gens qui sont à la rue, on entend principalement leur souffrance parler. Donc, cela signifie que le premier réel travail qu'on devrait tous faire, eh bien, c'est tout simplement un travail sur soi-même. Et c'est parce qu'il y a de la souffrance dans l'être humain que la relation ensuite au travail va poser problème. Alors, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium, c'est l'instrument de torture. D'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que j'avais vu l'étymologie du mot passion, c'est pâtir. Donc il y a aussi une notion de souffrance dans cet aspect-là. Je crois que la souffrance est omniprésente dans l'expérience de la vie, mais encore faut-il identifier l'origine. En tout cas, le mot métier, l'étymologie du mot métier, est assez intéressante parce qu'elle désigne le service à Dieu et par extension le ministère du personnel au service de Dieu. Donc il y a une notion de transcendance dans le mot métier et il y a la notion de servir quelque chose, une intelligence supérieure, c'est-à-dire tout simplement qui va au-delà de sa petite personne. Cela est pour moi le sens profond de la fonction du métier. Le fait de servir quelque chose d'autre que soi-même, qui peut apporter un équilibre vis-à-vis de la passion. Je l'ai déjà dit. Ce que je voulais ajouter par rapport à la souffrance dans le travail, c'est que dans notre société matérialiste, on devrait pouvoir effectuer à l'âge de 20 jusqu'à 25 ans un rite initiatique. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir vivre une épreuve qui nous libère de la peur de manquer d'argent et de la peur, et de la croyance que si tu n'as pas de métier, tu vas crever.
Donc les rites initiatiques dans les traditions servent à passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Ce rite initiatique pourrait... Attends, je trouve pas le verbe. Pourrait être de réussir à vivre sans argent pendant minimum 6 mois. Alors, je me suis trompée, je voulais pas dire sans argent. Je voulais dire sans métier, sans utiliser son compte en banque, donc sans système financier, sociétal, par la débrouille. Ce qui est tout à fait possible. Puisque dans les villes, par exemple, et aussi dans les campagnes, il existe des réseaux alternatifs, des modes de fonctionnement qui sont différents de celui de la voie générale et qui permettent de vivre, par exemple, à partir des excès de production de notre société. Les fonctions du métier. En préambule, plutôt que de parler directement de la fonction financière, je trouve plus pertinent de rappeler donc cette fonction transcendante qui est de servir quelque chose qui est plus grand que, non pas que soi, mais que sa petite personne, c'est-à-dire que sa petite existence mortelle. Qu'est-ce que ça apporte, cela ? Eh bien, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, ça apporte du sens. Le fait de servir quelque chose de grand. Ça apporte une certaine dignité, de l'amour-propre. Comment est-ce que je traduis le mot Dieu et le service à Dieu dans ma propre langue, dans mon propre système ? Eh bien, pour moi, Dieu, c'est tout simplement la vie dans son principe éternel. C'est la vie qui se manifeste au travers de tous les organismes vivants et non vivants, parce que dans l'absolu, le non-vivant n'existe pas, vu que l'atome, c'est une molécule de vie aussi, donc voilà, bon. Et concrètement, le service à Dieu, c'est le service à l'être. Et j'ai une préférence pour l'être humain parce que c'est l'être qui souffre le plus, qui galère le plus sur la planète. Et c'est celui qui mérite le plus d'aide, pour lequel je peux, moi, me sentir le plus utile. Ensuite, la deuxième fonction, la fonction financière. Alors déjà, ce que je voulais préciser, c'est que le métier n'est pas le seul et unique moyen de gagner de l'argent. C'est important, enfin moi je veux dire, quand j'étais enfant, j'aurais eu besoin qu'on me le dise, parce qu'on nous fait croire qu'il n'y a que ça, mais c'est pas vrai. Et le système est basé sur la fraude. Enfin, je veux dire, plus tu montes dans les échelons de la société, plus tu arrives au gouvernement, plus tu as une mafia organisée avec des personnes qui détournent l'argent public pour leurs propres fins personnelles. Les personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans le monde, ce sont forcément des personnes qui ont abusé d'autres personnes. Parce que tu ne peux pas accumuler autant d'argent s'il n'y a pas eu certains trafics. Donc, c'est important de le dire en toute objectivité qu'il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Il y a des moyens qui ne sont pas légaux, c'est vrai, et qui comportent des risques. Il y a des moyens passifs, comme par exemple l'immobilier. Il y a des gens qui ont chaque mois une sorte de rente qui leur est attribuée par les revenus générés par leur location. Il y a le placement en bourse, qui aujourd'hui est un truc qui fonctionne de plus en plus et qui s'est vraiment popularisé et qui s'est facilité par justement les applications.
Il y a tout l'argent qui est généré par la publicité et, les influenceurs qui gagnent de l'argent par leur, leur pub. Voilà. Ensuite, il y a les héritages. Tu peux avoir un héritage et donc ne plus avoir besoin de travailler. Ensuite, il y a les allocations et le chômage. Alors certes, le chômage, ça veut dire que tu as travaillé, mais bon, tu peux continuer d'avoir de l'argent si ton métier s'arrête. Ensuite, il y a les pensions d'invalidité, des personnes qui sont déclarées handicapées et qui bénéficient d'une pension. Ensuite, ah oui, la manche aussi, oui, la manche, bah, c'est un moyen de gagner de l'argent. Il y a aussi les subventions, putain, j'avais oublié ça. Il y a énormément de structures, notamment là j'en parlais avec une personne, des brasseries, parce que c'est la mode des brasseries en ce moment, qui reposent uniquement sur les subventions, parce qu'il y a une subvention de l'Europe qui est attribuée pour la fabrication d'une brasserie. Et alors certes c'est un métier, c'est pas tout à fait juste là, c'est un métier parce que tu vas quand même devoir devenir brasseur. Oui, dans tout ce qui est agriculture, il y a aussi énormément de subventions qui sont attribuées par exemple pour de l'élevage d'espèces rares, où en fait ton métier ça consiste juste à avoir deux, trois alpagas, enfin je caricature, hein, mais j'ai connu une personne qui vivait comme ça et qui vivait très bien du métier de berger, alors qu'il avait juste une cinquantaine de moutons et que son boulot c'était juste le soir les appeler pour qu'ils rentrent dans l'étable et c'est tout. Il souffrait pas de difficultés au travail, hein. Pour lui c'était des vacances en fait. Qu'est-ce que ça induit le fait de gagner de l'argent avec un métier? Ça induit que tu vas signer un contrat et que tu vas devoir jouer un jeu. Tu vas avoir des devoirs, donc faire certaines actions, et ces actions vont te rapporter de l'argent. Tu vas donc jouer un rôle. Tu vas donc incarner un personnage. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans la passion. Dans ta passion, tu es tout seul, et pour jouer un personnage, il faut un public, il faut des gens. Dans ta passion, tu joues, mais tu kiffes ton délire, t'es dans ton jus. T'as pas de recul, et c'est ça qui est bon aussi, parce que c'est ça qui amène l'intensité. Alors, vous allez me dire, tu parles de service à Dieu, là, de service à l'être, et maintenant tu dis que le métier, ça sert à jouer un personnage. Est-ce que c'est pas contradictoire? Parce que un personnage, c'est un peu faux, c'est un peu hypocrite. En fait, quand c'est fait consciemment, c'est très utile. Parce que le fait de jouer un personnage permet d'avoir une distance vis-à-vis de l'autre, et cette distance n'est pas une froideur, c'est simplement ce qui te permet, toi, d'être connecté à ton être et d'être dans ta présence. Et être dans sa présence, c'est la meilleure façon d'aider l'autre, en réalité. Parce que les êtres humains souffrent de l'absence. Ils souffrent de la solitude, et la solitude, c'est pas lié au fait que t'es tout seul, que t'as pas d'amis, parce que tu peux être avec plein de gens et souffrir de solitude. C'est lié à la déconnexion avec l'être. Une personne qui est dans sa présence ne souffrira pas de solitude. Incarner un personnage, être dans sa présence, c'est aussi la meilleure façon pour pouvoir avoir de l'empathie.
parce que justement, tu n'interfères pas sur l'autre avec tes propres affects, tes propres sentiments, comme ça peut être le cas parfois avec les gens de ta famille ou avec tes amis. Jouer un personnage, ça permet aussi de prendre du recul sur sa vie. Et ça, c'est une nécessité vitale. On a besoin régulièrement de prendre du recul sur sa vie. Une personne qui peut jamais prendre du recul, qui est toujours née dans le guidon, à un moment donné, elle va péter un câble. C'est une respiration. Ensuite, jouer un personnage, c'est nécessaire à partir du moment où tu réponds aux besoins d'une autre personne. J'imaginais un homme, par exemple de 99 ans, il est en train de passer l'arme à gauche, il est sur son lit de mort, et il demande à ce que le pasteur vienne pour l'absolution. Je crois que c'est ça. Le pasteur, il est sincère dans sa démarche, enfin normalement, parce qu'il est censé être au service de Dieu. Mais il va quand même y aller avec son personnage de pasteur. Il ne peut pas y aller en short et en tongs, ça va de soi. Il ne peut pas non plus y aller avec un autre personnage. S'il vient avec son personnage de beauf, pour essayer de remonter le moral au gars en lui proposant un barbecue, ça ne va pas le faire. Et c'est parce qu'il va jouer son personnage de pasteur que ça va répondre parfaitement aux besoins de l'homme qui est en train de mourir, qui est tout simplement de pouvoir partir en paix. P-A-I-X. L'empathie, j'ai découvert que c'était à la fois une qualité humaine et un besoin. On a besoin d'avoir de l'empathie. C'est une qualité humaine réelle, donc c'est quelque chose qui va te permettre d'obtenir de la reconnaissance, puisque c'est réel. Et quelque part, en fait, ce que je montre aussi dans cette vidéo, c'est que finalement, même quand tu es au service des autres, tu es toujours au service de toi, parce que tout ce que tu fais va t'apporter quelque chose, va répondre à un besoin. On est toujours dans l'égoïsme en réalité, même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas admettre, parce que justement, encore une fois, on a nos conditionnements religieux. Aujourd'hui, on a cette croyance en l'amour inconditionnel, le désintéressement, qui sont des purs fantasmes. Parce que l'amour inconditionnel n'existe pas. Il y a toujours un besoin derrière toute forme de vie. Un organisme qui se développe, un arbre, il a besoin d'eau, de soleil. Dieu, imaginons qu'il existe, il nous a créés. Ben, c'est bien qu'il avait un besoin, sinon il n'aurait rien fait. Il serait resté pépère dans le ciel. La femme, ou le romantique plutôt, qui aime plus que de raison, qui aime à se jeter dans l'abîme, qui aime l'autre plus que lui-même, est-ce que c'est de l'amour inconditionnel? Non. Ça répond à son besoin d'abandon de lui-même, son besoin d'abîme, d'oubli. Donc c'est un besoin. Et on peut toujours revenir, dans tous les exemples, on revient toujours à ça. Donc, autant aller dans le fond de ce que ça peut apporter, chaque chose, en fait, de la vie. Parce que c'est comme ça qu'on peut s'épanouir. Et je veux dire, le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose que le métier peut apporter. Et quand on l'obtient, c'est extraordinaire. Parce que on se sent enfin réintégré dans le monde, reconnecté. On peut ressentir cette osmose qu'on recherche tous. Que certaines addictions tendent à nous donner une illusion de ça. Enfin, l'empathie, c'est un moyen d'utiliser son cerveau comme si son cerveau était un organisme vivant et sensible. C'est-à-dire, ça fait respirer son cerveau.
Euh, en ce moment, j'aime bien dormir dehors pour entendre le vent, pour entendre les petites souris qui s'engueulent la nuit, parce que des fois elles s'engueulent la nuit, c'est assez marrant. Les insectes, voir les étoiles. Et donc être dans cette réceptivité. Et je ressens que mon cerveau, il respire. Parce que nous, dans la journée, en fait, on est habitué à utiliser notre cerveau pour décoder des informations à l'intérieur, pour essayer d'organiser nos pensées. Donc le cerveau est tourné vers l'intérieur. Et dans la réceptivité, quand tu es juste à l'écoute de l'autre, sans interférer, bah tu tournes ton cerveau dans l'autre sens. Tu lui fais faire un 180 degrés et tu le fais juste sentir, ressentir, capter de l'information. Et c'est comme ça qu'il peut respirer justement. Bon, c'est une interprétation personnelle, hein. C'est comme ça que je le ressens. Quand une personne te dit merci sincèrement et que tu ressens dans l'expression de ce merci que tu l'as aidé et que tu as, par ton humanité et tes qualités d'être, contribué à quelque chose de meilleur pour cette personne, là tu obtiens la reconnaissance. Pour de vrai. Et je le répète parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Je donne un exemple. Le musicien qui n'a pas de succès, il cherche toujours à faire des nouvelles chansons pour essayer de, je sais pas moi, de faire un tube et que ça marche et obtenir la reconnaissance. Même si ça marche, même s'il fait un tube, un truc à la con, qui a un buzz, qui fait le buzz, ou même qui passe à la radio, il n'obtiendra pas la reconnaissance. Il obtiendra une fierté, une satisfaction de courte durée parce que ça nourrit l'orgueil, mais ça va retomber aussi vite que c'est monté en fait. Donc s'il la veut, cette reconnaissance, et c'est normal de la vouloir et d'en avoir besoin, il faut qu'il la cherche sur la base de ses qualités humaines. Et là, ça va lui faire un choc. Parce qu'il va se rendre compte qu'il était complètement à côté de la plaque en fait. Et que la musique, il doit d'abord la faire pour lui-même. Avoir un métier existant, c'est-à-dire, je ne parle pas de créer son métier, mais exercer un métier qui existe déjà, c'est pouvoir prendre une place dans la société. Et ça, c'est très important pour l'être, parce que nous avons une double existence. Nous avons une existence individuelle, donc nous avons besoin de vivre pour nous-mêmes, pour nos besoins individuels, pour notre passion. Et nous avons également une existence sociale qui est liée aussi à notre aspect animal, grégaire, clanique, et qui est en nous. C'est-à-dire qu'une personne qui vivrait uniquement pour sa passion serait dans une forme de marginalité et sur le long terme développerait une certaine souffrance. Une personne qui n'aurait qu'une existence sociale et serait juste utile à la société se sentirait aussi sur le long terme dépérir et ne saurait pas qui elle est parce qu'elle n'écoute pas ses besoins intérieurs et elle n'a pas de passion. Elle n'a pas de centre. Et en fait, ces deux aspects de l'existence individuelle au travers de la passion et de l'existence sociale au travers du métier sont deux aspects complémentaires, comme je disais tout à l'heure, qui s'équilibrent l'un l'autre. Et quand on comprend ça, c'est l'illumination. Tout ce que j'ai énoncé précédemment, c'est tout ce que j'aurais eu besoin qu'on m'explique simplement quand j'étais enfant. Et ce dont j'aurais eu besoin également, et après, je crois que j'aurais plus le droit d'utiliser ce mot tellement que je l'ai utilisé, c'est d'avoir un échange avec une conseillère d'orientation. Et j'en ai jamais eu d'ailleurs d'échange avec des conseillères d'orientation. Simplement une fois, quand j'étais en 6e, je me souviens au collège, au CDI, il y avait une dame un peu aigrie, je me souviens qu'elle avait les cheveux
rouge teinté. Je me rappelle que de ça. Et elle nous avait filé un énorme classeur avec la liste de tous les métiers. Et c'était en gros, regardez lequel vous allez pouvoir faire. Il n'y en avait aucun qui donnait envie. Et moi, je cherchais la case où tu peux sortir du système. Mais il n'y en avait pas. Et donc, voilà ce que j'aurais eu besoin d'entendre lors de cet échange. Déjà, j'aurais eu besoin, putain, ça devient relou, que cette personne s'intéresse à ce qui m'intéresse. Qu'elle me demande « Où est ton vrai plaisir ?» Et je lui aurais répondu spontanément et sans aucune hésitation « Les chevaux ! Ah, les chevaux, c'est ma passion !» C'était ma passion. Maintenant, je m'en fous complètement. C'est ce qui donne un sens à ma vie, c'est ce qui me fait lever le matin, le canasson. Je lui aurais dit bravo, tu es riche. Tu as trouvé ton or. Ta passion, c'est ta vraie richesse. J'aurais dit ensuite à cet enfant ou adolescente que ce que peut lui apporter un métier, c'est la possibilité de descendre de son arbre pour pouvoir le regarder et le contempler d'un peu plus loin. Et j'aime bien cette image. Et c'est tout à fait à l'inverse de ce que disent les conseillers d'orientation. Ils disent, voilà, quand tu as une passion, il faut que tu trouves un métier qui est dans ta branche. Ça m'a toujours dérangé ce truc. Parce que en réalité, quand tu trouves un métier qui est dans ta branche, en général, ça ne correspond pas du tout à la nature de ta passion. Par exemple, moi, quand je donnais des cours au collège, en art plastique, ça n'avait rien à voir avec l'art. Parce que donner des cours, ça a à voir avec la discipline, avec les conseils de classe, la salle des profs, avec le fait de transmettre des connaissances, de donner des notes, de faire passer des épreuves. On n'est plus du tout dans le même registre en fait. Donc oui, c'est dans la branche, mais en fait c'est une fausse branche. Donc autant carrément descendre de l'arbre. Et aller plus loin, ailleurs, dans un autre espace ou sur un autre arbre. Comme ça, de l'autre arbre, tu verras mieux ton arbre. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais emmené cet enfant, je l'aurais emmené travailler. Alors, c'est pas facile à dire, parce que, en fait, on croit que les enfants n'aiment pas travailler, ou enfin on se dit, bon, c'est des enfants, il faut pas qu'ils travaillent, mais quand j'étais dans ma passion des chevaux, j'adorais travailler... c'est pour ça d'ailleurs que dans les centres équestres, il y a toujours plein de gamins qui font le boulot, qui nettoient les box, qui entretiennent le cuir des selles, parce qu'ils adorent faire ça. En faisant ça, ils se connectent aux chevaux en fait. Et pour eux, c'est pas du travail. Et j'en parlais avec une dame âgée là qui me racontait son quotidien quand elle était enfant. Elle travaillait dans la ferme, elle s'occupait de son mulet, elle allait ramasser l'herbe et tous ces trucs. Mais pour elle, c'était pas du travail. Parce que quand un enfant, il comprend le sens de ce qu'il fait, c'est pas du travail pour lui. Bien sûr qu'il y a le travail forcé des enfants au tiers-monde, mais ça n'a rien à voir. Donc, en fait, j'aurais pris cet enfant et je l'aurais emmené dans différents endroits où on travaille au service du vivant, au service des animaux, au service de la nature et aussi au service de l'être humain. Et je l'aurais fait participer. Enfin, quand je dis travailler, c'est qu'en fait, je lui aurais donné la possibilité de jouer un rôle, justement. De cette manière, je lui aurais permis de toucher au vrai, c'est-à-dire de ressentir ce que ça fait que d'être utile à quelqu'un, de rendre service, d'aider, de réconforter, d'apporter de la joie à quelqu'un qui est en souffrance.
Et ce que j'aurais fait pour permettre à cet enfant, comme je disais, de toucher au vrai, de toucher au sens, et de toucher à la reconnaissance réelle qu'un métier peut apporter, c'est que je l'aurais payé pour ce qu'il a fait. Et là, l'argent, dans ce contexte-là, aurait permis de rendre réel, de rendre concret ses qualités. L'enfant, il se sent toujours un peu, enfin moi je me sentais comme ça, un peu une merde par rapport aux adultes qui, eux, ont des responsabilités, ont de l'importance dans la société, ont un rôle à jouer. Quand on est enfant, on n'a rien le droit de faire. Enfin, on ne nous donne pas de responsabilité. Bon, c'est normal. On ne doit pas prendre de décisions d'adulte. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir accès, du coup, à ce que ça fait que d'être utile, justement. Et d'être, encore une fois, reconnu pour ses qualités humaines. Et les parents, en fait, ne peuvent pas nous donner cette reconnaissance parce que eux-mêmes, bien souvent, ils souffrent d'un manque de reconnaissance. Et à l'école, on nous donne des notes quand on travaille bien. Mais une note, c'est que dalle, une note. Je veux dire, une note, c'est un nombre sur un bout de papier. Alors tu vas me dire, l'argent c'est pareil, c'est des nombres sur des bouts de papier. Oui, mais l'argent, tu peux, avec... c'est un moyen d'obtenir des choses. Avec une note, t'obtiens que dalle. Juste tes parents qui te disent c'est bien. Mais c'est du vent, ça. Je suis super contente de pouvoir dire ça. Moi, ça me libère, en fait. Et pourquoi c'est important, cette reconnaissance des qualités humaines? C'est pas juste un truc de morale, de bien, de mal. C'est que quand tu es reconnu sur la base de tes qualités humaines, tu te sens vivant. Parce que c'est l'être humain, c'est tout. Plus notre être humain, il est reconnu, plus on est vivant. Plus on se sent vivant, plus on pète la joie, on pète la forme. Par exemple, une personne qui serait en train de faire une dépression, qui aurait complètement perdu le sens de la vie, qui deviendrait une aquaboniste. J'aime bien cette expression, aquaboniste. Tu réponds toujours à quoi bon à tout dans ta tête, tu vois. Eh bien, elle serait envoyée comme ça un peu de force pour travailler en tant que dans l'aide humanitaire dans un pays en guerre. Bah, au bout de 3 semaines, t'inquiète pas qu'elle retrouverait le sens de la vie parce qu'elle aurait recontact à son humanité. Alors je reviens à ma technique de définition par le négatif. J'avais posé d'autres conditions, comme celle que je refusais de faire un métier stressant, avec des responsabilités trop importantes, que je refusais que ce soit trop loin de chez moi, donc pas à plus de 15 km, que je refusais qu'on m'impose un emploi du temps, donc que je puisse choisir les jours où je travaille, et surtout qu'on n'ait rien à me redire là-dessus, quoi, qu'on vienne pas m'en demander plus. Et aussi, alors là c'est plus par le positif, que ce soit un métier qui me permette de m'épanouir et de respecter ma sensibilité. Alors ce qui est étonnant, c'est que dit comme ça, quand je reprends la liste de toutes mes conditions, ça paraît impossible. Parce que c'est la crise, y a plus de boulot, toi tu poses des conditions de ouf. Et en fait, j'ai trouvé directement. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une réelle loi d'attraction par, et là je vais devoir redire le mot, par le besoin, par la nécessité. Et quand toi tu connais parfaitement tes besoins, eh bien tu trouves en correspondance
des personnes qui ont besoin de toi. Et donc, du fait qu'elles ont besoin de toi, elles vont respecter tes conditions. Et ce qui participe aussi d'un épanouissement, c'est justement de faire quelque chose qui répond à un réel besoin, je le redis, parce que, comment dire, dans certains contextes, t'as des gens qui font appel à toi pour tes services, mais ils n'ont pas forcément besoin ou c'est pas suffisamment nécessaire. Et moi, par rapport à ma personnalité, ma sensibilité, je ne peux pas faire quelque chose si je sens que ça sert à rien ou que c'est pas suffisamment nécessaire. Je l'ai fait un temps, mais ça, je peux plus en fait le faire. Ça, voilà. Donc, par cette technique, par le négatif, j'ai pu trouver le type de public, enfin le type de personnes avec lesquelles je me sentais le mieux de travailler, les personnes âgées, mais c'était pas évident de premier abord. Parce que de premier abord, c'est-à-dire sans utiliser cette technique et en projetant une sorte de métier idéal, je me disais, je voudrais donner encore une fois des cours, mais du coup en école d'art avec des futurs artistes. Donc ça c'est pour montrer que quand tu projettes un truc idéal, en fait tu es à côté de la plaque. Donc moi j'ai projeté ce truc et je me disais, voilà, je vais transmettre mes outils, tout ce que j'ai pu développer dans ma chaîne YouTube, donc la libération par le cri, la maïotique, c'est-à-dire le dialogue qui permet d'accoucher de soi-même, d'accoucher de son propre langage, ensuite l'aisance dans la parole, la confiance en soi. Et je suis repartie, enfin ça c'était l'année dernière, prendre la température dans ce milieu-là, et que j'ai connu. Je me suis pris en fait une douche froide, glaciale, parce que ce qui m'a sauté au visage, c'est le narcissisme, c'est le monde du paraître qui a pris vraiment toute la place, et c'est le manque de professionnalisme, parce que dans ces milieux qui sont financés par le ministère de la Culture, les gens qui y bossent, ils s'en foutent. Ils le font pas par réelle passion, par réelle nécessité. Ils le font parce que c'est facile, parce que c'est la planque, parce que ça permet de se redorer un peu le blason. Je suis allée à 2-3 vernissages, tout ça, et ça m'a déprimée. Sur le coup, j'étais excitée parce que je voyais plein de trucs, et puis après, ça m'a déprimée. Parce que déjà, à aucun moment ça parle d'art. Je ne saurais même pas trop dire de quoi ça parle, tellement que ça parle de rien. Enfin, les gens, en fait, ils sont comme... Ils parlent de leur vie, de leurs petits problèmes, de leur médiocrité, en fait, enfin, du rien, voilà, du non-être. Et puis, tout ça, c'est enrobé de lumière, de paillettes et de belles mises en forme, mais en fait, c'est complètement creux. Et j'ai observé que ma colère, celle dont je m'étais libérée, en fait, elle revenait. C'est-à-dire que cette colère qui était en moi, elle me servait comme une protection face à la tristesse et à l'abattement, face à la dépression, et que si je retournais dans ce milieu, eh bien le risque, c'était que je récupère ma colère. Et que sur le long terme, cette colère, elle tourne au vinaigre. Parce que si toi, t'es passionné, t'es à fond, et que t'es dans un environnement avec des gens qui s'en battent les reins, ça va pas le faire. Et c'est pour ça que j'en ai déduit que passion et métier devaient être bien distincts.
Parce que trop de passion dans un métier de gens qui sont là que pour le paraître, c'est la dépression assurée en fait. Et ensuite, par rapport à mon autre projet qui était de faire du coaching, je ne sais pas ce que ça deviendra, peut-être que ça va se transformer avec le temps, ça prendra une autre forme, mais au départ, mon intuition c'était... moi au départ, ce que je voulais faire c'était de l'exorcisme, dans le sens où je voulais aider les gens à se libérer de leurs propres ténèbres et, trouver leur véritable centre d'intérêt. Mais le truc, c'est que c'est une pratique qui ne peut pas rentrer dans une case. Et qui ne peut pas se faire comme ça, de manière mécanique. Tiens, voilà, tu as un nouveau client, ça dure 1h30 la séance, 3 séances, tu as un prix réduit, c'est moins cher. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça peut se faire uniquement avec des personnes en qui tu as confiance et en qui l'autre a confiance aussi. Donc, au final, il y a très peu de personnes. Et surtout, là où c'est pertinent, ces échanges et cette dialectique, ce dialogue, c'est dans les moments de crise. Dans les moments d'effondrement intérieur. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas prévoir. Tu peux pas te dire, tiens, j'achète une séance parce que je sais que dans une semaine, je vais faire une crise et ça sera utile pour ce moment-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que les crises, en fait, sont des portails. C'est-à-dire que si, dans un moment de crise, tu arrives à avoir du discernement et à changer d'attitude face à tes propres mécanismes, alors là, tu déverrouilles un truc et tu évolues réellement. Et c'est dans les moments de crise que ces échanges sont le plus utiles, le plus pertinent. Parce que sinon, quand tu es à froid, tu vois, bah, tu peux parler, tu peux tout à fait comprendre plein de choses sur ta vie, sur toi-même et tout, mais c'est pas ça qui va t'amener à changer. Donc, en fait, cette pratique, j'arrive toujours pas à la mettre, à l'identifier précisément. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais besoin de le faire, comme on dit, en bénévole. Le mot bénévole, étymologiquement, ça veut dire bonne volonté. Le bénévolat, donc, c'est quelque chose que tu fais par ta bonne volonté, juste parce que tu as envie de le faire. Ça m'apporte un truc qui est encore plus important encore plus puissant, j'ai envie de dire, que la reconnaissance, c'est le sentiment du devoir accompli. Et ça, c'est quelque chose qui vaut, j'ai envie de dire, tout l'or du monde, parce que c'est un sentiment qui a commencé à apparaître en moi au fur et à mesure des vidéos, et surtout au fur et à mesure des échanges. Et il y a une paix qui a commencé à s'installer en moi liée à ça. C'était lié aussi au fait que je partageais des vidéos et que je gardais pas les trucs pour moi. C'est le truc qui fait que, littéralement, si tu devais mourir, t'aurais pas de regrets. Donc voilà, pour simplifier, ce sentiment qui est très puissant et qui fait partie aussi de l'équilibre, il s'obtient grâce au bénévolat. C'est-à-dire aussi au fait de travailler, entre guillemets, d'apporter sa contribution à quelqu'un, ou même, ça peut être à une structure ou une association, de manière désintéressée, ça ne veut rien dire, de manière gratuite, sans demander de contrepartie. Parce que le fait que ce soit gratuit, c'est aussi ce qui permet à ce que l'échange soit totalement libre. Parce que quand c'est gratuit, t'as pas besoin de jouer un rôle. À partir du moment où il y a un cadre avec de l'argent, il y a un rôle à jouer. Parce qu'il y a le cadre d'un jeu qui se met en place,
d'un système qui se met en place. Donc, un personnage. Et quand il n'y a pas de système, pas de cadre, pas d'argent, pas de personnage, pas de rôle. Et ça laisse la place à beaucoup plus de naturel et d'authenticité. Et de profondeur aussi. Mais les deux, en fait, sont finalement complémentaires et nécessaires. Et je suis trop contente de pouvoir dire ça. Et c'est pour ça aussi que quand tu fais un métier et que tu peux gagner de l'argent, pour que ce soit juste, les actions que tu fais doivent rester, pour moi, enfin, je veux dire, assez simples et, et faciles et pas trop profondes, justement. Par rapport, donc, je disais tout à l'heure, cette définition par le négatif, ça va te permettre aussi de déduire l'environnement dans lequel tu vas travailler, qui est un élément vraiment déterminant. Et ça, je l'aurais dit aussi à l'enfant. Je lui aurais dit que voilà, un même métier, dans un environnement différent, va changer du tout au tout. Par exemple, donc, si tu es au service des personnes âgées, imaginons que tu sois donc aide-soignante dans une clinique. Pour l'avoir expérimenté, c'est quelque chose de très difficile parce que, pour moi c'est difficile, parce que tu es en équipe et tu es au cœur des rumeurs, des racontards et de tout cet environnement très toxique. Avec du personnel qui est pas toujours au meilleur, qui est pas toujours à l'écoute et dans le respect des personnes âgées. Hein. Donc ça c'est dur. Mais tu le fais... Et en plus, imaginons que c'est en ville. Ça rajoute une dose d'inhumanité, quoi. Mais tu le fais en milieu rural, avec une structure qui emploie du personnel qui va à domicile chez les gens. Bah, t'es tout seul. Tu vas chez les gens. Donc, et t'as plus de temps. Donc, tu peux plus être à leur écoute, tu peux plus être dans le respect de leur sensibilité et dans le respect de ta propre sensibilité. Tu subis pas les énergies de merde de tes collègues et de leur vie dont tu te fous complètement. Et c'est un tout autre type de métier, alors que c'est le même. L'environnement. L'environnement extérieur, naturel, physique, je veux dire, et social, humain. Et aussi, moi, j'étais choquée parce que j'avais connu une personne qui travaillait dans la clinique où j'étais. Elle était horrible. C'était vraiment la petite peste et tout. Et je l'ai revue, cette même personne, dans un contexte complètement différent où elle travaille en indépendant. Et c'était pas la même personne. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible. Elle a une sœur jumelle. Ou bien alors, il y a quelqu'un qui lui ressemble physiquement de ouf, mais c'est... Et si c'était la même personne? Juste comme elle pouvait pas... Elle était sortie du réseau. Elle était plus dans ce réseau-là. Quand t'es tout seul, tu peux plus être une peste, parce qu'il y a personne avec qui tu peux te lier de complicité malsaine, quoi. Alors ensuite... Aussi, un autre élément, et là, je m'adresse aux personnes qui seraient en transition dans leur vie, qui seraient un peu perdues, qui voudraient changer de vie, partir vivre à la campagne, ou je sais pas, voilà. Et qui ont eu un certain métier et qui veulent en changer. Bah, il y en a de plus en plus aujourd'hui, hein. C'est un truc de fou, ça, comme... Bon, bref. La société, elle s'effondre. Enfin... Elle est en profonde mutation. Et je dirais qu'en fait, elle s'effondre par le haut. C'est la pyramide qui déboulonne son front. Non, c'est un effritement comme ça, progressif par le haut. Quand tu vois ce qu'est devenu le gouvernement, quand tu vois les ministres,
Quand tu vois la ministre celle qui était ministre de l'Éducation, qui s'est fait lyncher sur les réseaux, qui est passée au sport, et qui se baigne dans la Seine avec une combine en poussant des cris, enfin, tu te dis, mais c'est pas possible. Non, c'était inimaginable il y a 50 ans. Il y a un effondrement qui se fait, mais par le haut. Et finalement, plus tu as un métier à responsabilité et qui est élevé sur la pyramide, quoi, plus tu subis les conséquences de cet effondrement. Qui est en grande partie les conséquences de cette mafia organisée qui détourne l'argent. Enfin, je veux dire, bon, bref, pas rentrer dans le sujet, mais donc finalement, selon cette logique, là où tu es le plus en sécurité ou là où tu es le plus épargné de l'effondrement, c'est à la base de la pyramide. Dans les métiers qui n'ont pas le swag, qui, aux yeux des gens, n'ont pas la classe. Et quand j'ai dit à certaines personnes que je travaillais avec les personnes âgées, tout ça, elles m'ont dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah mais ça doit être dur, d'être au contact de la vieillesse, de la maladie, du handicap. Et moi je disais, mais non, c'est pas dur. Enfin, en fait, moi les personnes âgées, c'est des personnes avec qui je me sens super bien, parce que c'est des personnes qui ont lâché prise, qui n'ont plus rien à prouver, et surtout qui ont tombé le masque. Elles ont complètement tombé le masque. Elles sont plus dans le paraître. À mesure que je me reconnecte à mon être, je change mon regard sur la vieillesse. Et quand on... Comment dire, s'adresse à une personne en s'adressant à son être, on s'adresse à une partie éternelle dans la personne. Et ça, c'est ma croyance. Hein. C'est ma religion, quoi. C'est la religion de l'être. Je crois en l'éternité de l'être. Et je crois qu'on est éternel. Et donc, finalement, qu'on se réincarne. Je suis une espèce de bouddhiste occidental. Et donc, en fait, je me dis que les vieux d'aujourd'hui sont les jeunes de demain. Ça m'est venu ça une fois, je fais, mais c'est ça. En fait, je parle à un futur bébé. Et l'autre fois, j'étais allée voir un ami qui a eu un petit de 2 mois. Et je le regardais, ce petit, et je me disais, mais finalement, il est déjà plus vieux que mes petits vieux. Les gens sont mal à l'aise avec la vieillesse parce que ils ont peur de la mort, parce qu'on est dans une société matérialiste et parce qu'il n'y a plus de spiritualité en fait. Mais pour une personne spirituelle, enfin je veux dire pour une personne qui a des croyances, ouais, tout simplement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la vieillesse, c'est quelque chose qui se rapproche de l'être, parce que justement, il y a un effondrement, un effritement de l'illusion, de l'artifice. Et ce qui est génial quand tu es au contact de personnes qui ont tombé le masque, c'est qu'il n'y a plus aucune gênance. Il n'y a plus aucun malaise. Il n'y a plus aucune compétition. Il n'y a plus aucune absurdité. C'est le monde qui est remis à l'endroit. Je n'arrive pas à le croire. Je n'ai plus rien à dire.
la vidéo peut donc se terminer. Et je vais faire ce que je fais jamais, une conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur ce sujet. Non, c'est nul ça. Vous aura ouvert des portes, des fenêtres, des vérandas, des Velux, et surtout que elle vous aura éveillé ou réanimé le besoin de parler, de vous exprimer et de partager. Il ne faut pas croire que les gens s'en foutent de ce qu'on a à dire. En fait, oui, en général, ils s'en foutent, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de suivre sa nécessité intérieure. Bonne journée, bonne soirée et bon kiff.